Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse sur l'épisode 8 de la saison 9 de The Walking Dead. Comme vous le savez très certainement, il s'agissait donc du final de mi-saison et pour la France, il faudra attendre le lundi 11 février pour voir la suite. Mais hop là, avant d'aller plus loin, je vous invite à découvrir une superbe vidéo puisque GastronoGeek m'a fait le plaisir de m'inviter sur sa chaîne. Si vous aimez les desserts et le Seigneur des Anneaux, ça devrait vous plaire. Et c'est aussi l'occasion de me voir dans un autre contexte. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Thibaut, alias un GastronoGeek, son contenu est très intéressant et lui le mérite vraiment. Revenons maintenant à cet épisode 8 qui a bénéficié dans l'ensemble de beaux moments d'ambiance et de réalisation, même si je dois bien me rendre à l'évidence, l'épisode 5 avec le départ de Rick reste de loin le plus puissant de ces 8 premiers épisodes de cette saison 9. Ceci dit, autant se concentrer sur cet épisode 8 pour lequel la série a donc décidé de se débarrasser d'un personnage dont l'énorme potentiel avait été criminellement sous-exploité depuis son introduction. Même l'interprète de Jésus, Tom Payne, a confié qu'il en avait ras-le-bol de la stagnation narrative dans laquelle il semblait enfermé et il s'est lui-même proposé pour être le prochain sur la liste. Et oui, il faut savoir qu'il était notamment critique du déroulement des saisons 7 et 8, on ne peut pas trop lui en vouloir, hein, je suis bien d'accord avec lui. Au moins, il aura pu bénéficier d'une mort plutôt héroïque, avec une séquence de combat que j'ai trouvée sans doute un peu trop courte, mais qui était de bonne qualité, surtout en comparaison des standards de la série. Entre le chignon de Jésus, l'ambiance nocturne et brumeuse et les attaques acrobatiques liant épée et coups de pied, j'ai senti une nette influence d'histoire de fantômes chinois sur toute cette séquence de fin au cimetière. Une autre qualité de cet épisode résidait dans sa capacité à faire monter graduellement la tension sans jamais vraiment la laisser retomber. Presque personne n'était totalement serein dans cet épisode 8, entre les tensions qui ressurgissent des profondeurs de ces 6 ans dont on ignore tout, et évidemment cette horde au comportement dont l'étrangeté ira de mal en pis jusqu'à la révélation finale. Même chez les adolescents, il y a une forme de tension, que ce soit du malaise pour ceux qui les ont trouvés un peu caricaturaux et ridicules, comme pour ceux qui auront cru à cette escapade nocturne alcoolisée à Zombieland. Mais revenons plutôt au début de cet épisode qui s'ouvre sur les deux sources de tension principales, à savoir cette horde au comportement très suspect et Negan. Le duo que forment Negan et le père Gabriel fonctionne plutôt bien à l'écran, c'est indéniable. Cette réunion des opposés a un petit charme comique qui avait déjà bien fonctionné quand les deux s'étaient retrouvés coincés aux portes du sanctuaire. Voir Gabriel tenter de libérer l'esprit de Negan grâce à des méthodes de méditation a une saveur bien particulière. Cela en dit long sur les bonnes intentions de l'homme d'église, comme sur le caractère réfractaire du prisonnier. Et Negan se confie, cette petite fenêtre dans sa cellule n'est autre qu'un véritable écran de télévision pour lui, et il était très fan du petit écran avant l'apocalypse, et il ne peut pas s'empêcher, on le connaît, de semer le trouble en disant qu'il a entendu des confidences de Rosita, mais qu'il ne parlerait pas du père Gabriel. Très mauvais timing pour cette taquinerie puisque Gabriel apprend alors le sort de Rosita, ce qui nous emmène à la colline, dans une ambiance totalement western avec ce cavalier qui prévient les cultivateurs de l'approche d'un groupe étranger. Le contraste est très net entre le niveau d'alerte et l'identité des nouveaux arrivants avec Luke, Connie et compagnie qui sont plutôt satisfaits de ce qu'ils voient, et les habitants qui se réfugient derrière la palissade comme si Frank Griffin et sa bande allaient sortir de Godless et fondre sur la colline. Et au passage, si vous n'avez pas encore vu Godless, cette mini-série western sur Netflix, foncez-y, c'est vraiment sublime. Niveau ambiance, il y a d'abord la froideur de l'accueil de Diane, mais la réaction la plus frappante pour moi était celle de Tara qui était particulièrement distante avec Michonne alors qu'elle avait accueilli Daryl à bras ouverts dans l'épisode précédent. Et oui, voilà qui ne fait que renforcer le mystère de ces fameuses cicatrices en croix dans le dos que portent à la fois Daryl et Michonne. Je pense toujours qu'il existe un lien entre ces blessures et l'événement qui a coupé Alexandria des autres communautés, mais impossible pour le moment d'en deviner le déroulement précis. On apprend uniquement grâce à quelques dialogues qui savent ménager le suspense que Michonne aurait pris une décision délicate qui n'a plu à personne, mais qui aurait, au moins de son point de vue, sauvé les autres communautés. Et même avec Carol, la relation n'est pas évidente. Michonne reste de toute évidence très attachée à Carol, mais elle tient à distinguer ses sentiments personnels et ce qu'elle pense être la meilleure conduite à tenir pour la sauvegarde d'Alexandria. Et même si, de toute évidence, le royaume a grand besoin d'une aide extérieure sous la forme de matériaux divers et variés, eh bien Michonne reste malgré tout opposée à l'idée de la participation de cette foire commerciale qui serait organisée entre les différentes communautés. Quel que soit l'événement qui a provoqué ce revirement isolationniste de la part de Michonne et pour Alexandria, on peut simplement supposer qu'il a peut-être coûté la vie à des gens de la colline, ce qui pourrait expliquer éventuellement en partie le départ de Maggie et aussi la froideur dont font preuve Diane et Tara, mais on n'en saura plus que dans la seconde partie de la saison.
Concernant Henry maintenant, ses espoirs de plaire à Enid sont vite calmés par la relation qu'elle entretient avec Alden. On sait bien que le chagrin d'amour peut facilement dévier sur des comportements stupides, et justement c'est le moment que le destin choisit pour mettre Gage, Addie et Rodney sur le chemin d'Henry. Leur comportement pourrait, je suppose, ressembler à celui d'adolescents américains moyens, même si leur coin secret perdu dans les bois et la facilité avec laquelle ils entrent et sortent de la colline ne semblent pas bien crédibles. Au moins Henry conserve assez de jugeote pour tuer le Walker et par la même occasion priver les deux crétins de leur cible favorite. Heureusement, même derrière le voile de l'alcool, Henry conserve certaines valeurs, certains principes. Il ne s'agit pas uniquement de danger, la raison pour laquelle il va tuer ce Walker, mais aussi peut-être, j'espère, du respect de la personne qu'a été ce zombie avant d'être dans cet état. Et au passage, on retient, grâce à certains échanges entre ces adolescents, qu'Oceanside existe toujours. Il s'agit maintenant d'un paradis pour rôles féminins de seconde zone qu'on ne ressort de leur placard à balai que tous les 5 ans environ. Bien sûr, par la suite, on peut voir une forme de symétrie ironique dans le fait de retrouver Earl, le forgeron, de l'autre côté des barreaux, face à un jeune homme qui a abusé de la boisson. Malheureusement, j'ai toujours un problème avec tout ça, celui du manque d'intérêt pour Henry et la question insoluble de la décision de tuer Carl en saison 8. Si c'était pour le remplacer par Joe Random 427, je n'en vois toujours pas l'intérêt fondamental. Et pendant ce temps, du côté de l'expédition de sauvetage pour aller récupérer Eugène, on a une belle mise en scène de l'évolution progressive de l'étrange vers l'horreur. Et il faut dire que la terreur exprimée par Eugène est d'autant plus forte qu'on l'a vu en début d'épisode 6 prouver qu'il s'était largement endurci au cours des 6 années écoulées. Les tactiques de diversion de Daryl restent inefficaces depuis le réveil à ressort jusqu'au pétard. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que la Horde est sans doute composée en majorité de véritables morts-vivants, et les chuchoteurs ont donc appris à manœuvrer pour guider leurs compagnons de marche dans la direction qui les arrange. Mais au fait, quand on réfléchit un petit peu à tout ça, on peut se dire que ces chuchoteurs, ce sont des influenceurs. Et oui, d'un côté, on a certains influenceurs qui, par exemple, vont porter des marques de luxe sur Instagram, et de l'autre, on a ces chuchoteurs qui promènent des zombies dans la nuit, mais au final, ce n'est pas très différent, surtout quand on se rappelle qu'à la base du genre zombie, eh bien, il y a la critique de la consommation de masse et des effets de foule décérébrés. Les fuyards se retrouvent forcés à chercher refuge dans un cimetière, un lieu qui n'est pas forcément porteur de bonnes nouvelles, même quand on s'appelle Jésus. Et on comprend mieux l'angoisse immédiate de Rosita lorsqu'elle reprend conscience. En effet, personne n'était préparé à ce qui les attendait. Ceci étant dit, quand une horde vous poursuit et qu'elle passe par une brèche étroite dans un mur, il y a sans doute mieux à faire que de se laisser acculer, comme par exemple les tuer un par un au niveau du passage pour le bloquer avec un monticule de corps. On remarquera au passage la grande efficacité de la prothèse en métal d'Aaron pour capter les morsures de Walker. Mais que voulez-vous ma bonne dame, c'est comme ça, les règles de l'horreur s'appliquent, il n'y a jamais de véritable finesse dans les décisions tactiques, et jamais personne ne parvient à distancer les Walkers, il faut s'y faire. Finalement, après quelques démonstrations volontairement outrancières des capacités combatives de Jésus, enfin j'espère que c'était volontaire, avec ce coup de pied exploseur de tête au ralenti, le meilleur combattant de la série ne peut pas prévoir une esquive de la part d'un simple marcheur. Voilà une terrible illustration de l'écrasante supériorité que donnera toujours l'effet de surprise, même face au guerrier le plus doué. Le chuchoteur lui dit qu'il n'a rien à faire ici, pour finalement mourir un instant plus tard à un carreau de Daryl en pleine tronche. Entre-temps, Michonne, Magna et Yumiko arrivent de nulle part et en même temps, le pire étant qu'elles ne sont même pas venues ensemble. On peut donc supposer que les nouvelles ont suivi Michonne et que le reste de la cavalerie ne doit pas être très loin. Évidemment, Aaron est horrifié par la mort de son ami, mais la révélation ultime, c'est bien sûr celle de ces humains qui se cachent sous la peau des zombies. Et j'imagine qu'il s'agissait sans doute là d'une déception pour toutes celles et tous ceux parmi vous qui avaient envie de voir les walkers, les marcheurs, redevenir la menace principale dans ce monde post-apocalyptique, mais non, c'est une nouvelle bande de frappadingues qui a poussé le concept d'adaptation à son environnement à son paroxysme. Personnellement, je ne peux pas dire que la mort de Jésus m'ait spécialement surpris ou affecté. Le personnage était très mal exploité et les indicateurs de sa mort étaient trop nombreux, notamment son dialogue avec Tara que j'avais déjà souligné dans l'analyse de l'épisode précédent. Pendant ce temps, la cage de Negan a été laissée ouverte, reste à voir s'il s'agit là d'une véritable étourderie ou d'une sorte de piège, et surtout à découvrir ce que Negan tentera de faire de cette liberté. Et à vue de nez, j'aurais tendance à dire, prouver que maintenant que Rick est parti, la série a besoin de lui plus que jamais. Et cette fois, vous vous en tirez bien, pas de menaces au sujet des pouces en l'air ou des abonnements ou de bêtises de ce genre, mais non, je vous reparle de la vidéo que j'ai faite avec GastronoGeek
et vous trouverez bien sûr un lien en description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Et au sujet de GastronoGeek, sachez qu'il a aussi sorti un livre très récemment, un livre de recettes dans le monde d'Astérix. Ça s'appelle Les banquiers d'Astérix et vous le trouverez évidemment dans toutes les bonnes librairies, ça vaut le détour. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut quand même que je vous dise au revoir. Je pense que cette semaine va être assez chargée. Je vais essayer d'être productif, en tout cas en vidéo. Et donc, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!